Ouais. Fatigue. Bonjour et bienvenue dans ce jeu d'Antoine. On vient de vacances. Qu'est-ce qu'il y a C'est un jeu du juste prix. D'accord. Ok. Qu'est-ce que c'est le tarif? Ou je sais plus comment on l'avait appelé la dernière fois, puisque de toute manière, les noms des jeux d'Antoine changent constamment d'une semaine sur l'autre. Comme les récompenses. Comme les récompenses dont on a perdu le décompte. Tout à fait. On est d'accord, très bien. C'est moi qui ai gagné. Non, c'est moi qui suis en tête. On part sur un juste prix des jeux, Ok. mais c'est un juste prix des jeux qu'on vend pas très souvent. Donc normalement le but moi c'est que je vous perde, c'est que ça soit pas trop évident, Ok. contrairement au dernier qu'on a fait. On va aller sur des trucs de plus en plus spécifiques. Ok. Je vous ai fourni des petites feuilles comme ceci pour écrire votre réponse que vous comparerez, et la personne qui a la réponse la plus proche l'emporte. D'accord. Évidemment, vous êtes équipé de stylos car vous êtes des vendeurs. On commence avec la Dynamite Box. Elle est là, elle est juste au-dessus. Combien coûte la Dynamite Box, cette énorme boîte comprenant plein de trucs, de bang? Ok, C'est bon. dévoilé. 99,90. 40 €, on est sur du 99 €, c'est un point pour Alex. Yes. C'est si cher. La Dynamite Box, mais il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Évidemment. La Je suis dynamite, choquée hein, de pas la bang, hein, pas la balle. Pas la Oui. boulette. Oui. Non mais je sais pas, je T'as vois. mis plus le prix de la belette quand même. Enfin de la boulette, hein, parce que la belette. Northgard. Le jeu de base Northgard. Combien coûte-t-il? Ah, j'ai mal dosé, c'est pas grave. Aïe aïe aïe, révélons. 65 €. 40. On est sur du 72 €, monsieur, 72 €. C'est si cher. Attends, mais à chaque fois, t'as vu le matos qu'il y a dedans? Il me semblait que c'était pas cher. Mot pour mot. Putain, je l'ai vendu tout à l'heure. Ah bah donc Enfin, tu ce dois t'en matin. rappeler. Facile. Révélé. 22. 22, c'est 22,50. Il y a égalité de toute manière. Le livre-jeu, félicitations. Ah, quand même. C'est si cher. Le livre-jeu Dark Crystal. Oh là là. Là, on va entrer dans les trucs un peu. C'est dur. On va un peu moins souvent. C'est dur. Ok. 48 €, 35 €. La réponse est 40 €. C'est donc Alex qui est le plus proche. J'ai dû faire Putain, pour une fois, j'allais mettre 40 et je me J'ai suis dit, réfléchi pas trop ouah, longtemps pour maintenant, ça. les trucs sont chers. Docteur Pilule. Ça, c'est bon, c'est son fournisseur, ça. avec lui. Putain, j'en sais rien. En plus, on l'a pas eu pendant quasi un an et c'est une nouvelle boîte. J'en sais rien du tout. 38 €, 25 €, c'est 22 €. C'est pour Alex à nouveau. C'est si peu cher. Ah ouais, Victor Pilule, ça va, c'est pas très cher. Moi, j'ai plus de. Saviez-vous qu'on possède un jeu qui s'appelle Bingo Memo Domino Dino? Non, je savais même pas. Moi non plus, je ne savais pas. Combien coûte-t-il? Je sais même pas quoi ça. C'est peut-être une génial. grande. Attends. J'arrive, je vais vous le montrer. Ah, je vais- quoi, non, montre pas la Non, boîte. non, c'est un indice. Ah, enfin, tu montreras, mais. Allez, je vous laisse au écrire. viewer. Je crois. Dingo, Dino, Mémo. Je sais plus quoi. Non, vas-y, j'ai noté avant de voir la boîte. Attends. Attends. Il a attrapé la main. Mais oui, c'était un Bon, jeu. vous avez pour écrit enfants. là. Bah C'est ouais, bon. j'ai écrit. Ouais. Ah, je suis peut-être pas loin. Bingo Memo Domino. Avec Si des peu cher. J'ai mis 20 €. Ah, c'est 18 €. C'est encore un point pour Alex. Incroyable. Donc un jeu de Djeko que je ne connaissais pas. Il semble être à la fois un bingo, à la fois un mémo, Et à la fois un domino, avec des dinos. C'est génial. Dernier jeu, le bloc de recharge de Quinto. Mais prends une autre feuille d'eau. Ah oui. De quoi? Bloc de Le recharge. bloc de recharge de Quinto. C'est pas un jeu, c'est une recharge. Je m'en fiche. C'est quoi ce délire Le bloc de recharge. Le bloc de recharge Quinto. Dans l'ordinateur, il s'appelle bloc de recharge Quinto. 5,50. 10 €, 5,50, la réponse est 4,25 €. Et c'est une victoire écrasante pour Alex. On passe à la vidéo. Bonjour et bienvenue chez Jeux des cartes Bordeaux. Bienvenue dans la vidéo du vendredi, ce petit format dans lequel on vous parle des sorties jeux de la semaine. Regardez-moi ça. C'est pas beau? On en a deux comme ça. Alex, montre l'autre. Voilà, ça c'est très important parce que c'est tout neuf, on en est fiers et ça va nous être utile parce que on est au festival Bordeaux Joue
Je joue à Bordeaux. Je joue à Bordeaux, on le reformule à chaque fois. Ah oui, parce que c'est Bordeaux, on joue Bordeaux. Il y aura Jeff qui va vous y faire jouer à plein de jeux. Il y aura également Alex, mais Alex ne sera pas en mode Descartes, il sera en mode auteur de jeu qui va vous faire jouer à ses protos. Oui. Bref, il faut y aller si vous êtes à Bordeaux ou environ, c'est trop cool. Malgré le fait que je me rappelle jamais comment s'appelle ce festival. Hop là, on va pousser ceci et on va attaquer les nouveautés. Nouveautés, pas vraiment. Focus. Ah oui. Je ne suis pas prêt du tout à démarrer cette vidéo. C'est le retour de vacances, on est dans un petit rythme. En fin de vidéo, il y aura un focus sur Kitsu et je suis vraiment très content. Il me tarde que vous voyez tout ça, ça va sortir en fin d'année et on a adoré. Donc, les nouveautés qui ne sont pas vraiment des nouveautés parce qu'en fait on est sur des rééditions. Réédition de Sbire, deuxième édition de Sbire. On l'a en version classique, on l'a en version avec 2 extensions fournies. Sbire, c'est un jeu Jocus, c'est un jeu de Vincent Joanneau et Jean-Pierre Nicolas, illustré par Laurent Nicolas. Et l'Android, c'était sorti aux alentours de 2017, si je dis pas de bêtises. On est sur un jeu à mi-chemin entre le jeu d'ambiance, le jeu de stratégie. C'est un jeu de stratégie bien crétin au final. En tout cas, dans sa thématique, puisque on y joue des sbires, le but du jeu c'est de faire en sorte que notre seigneur devienne le sénéchal et donc on va faire des trucs de sbires, on va jouer de la musique, on va se battre en duel, bref on est des sortes de petits sbires médiévaux comme ceci dans la cité de Montfleury qui est découpée en différents quartiers. Comment ça se joue? Ça va se jouer en 4 manches, on a chacun les sbires de notre couleur, de notre seigneurie et on va aller les envoyer dans les différents quartiers. Donc il y a une première phase de jeu où chacun notre tour on va aller poser un sbire dans l'un des quartiers et ce faisant on va aller récupérer la carte du dessus du paquet correspondant. Chaque paquet ayant ses propres stratégies. Il y en a où il y a des collections de cartes, il y en a où il y a plutôt des cartes à effet, il y en a où il y a de l'équipement, etc., etc. Une fois qu'on a tous placé nos personnages, petit jeu de majorité. Si vous êtes majoritaire sur une zone, vous allez pouvoir reprendre une carte supplémentaire en plus de toutes les cartes que les sbires que vous aviez posées précédemment vous ont permis de récupérer. On va pas ensuite passer à une phase de jeu où on va jouer nos cartes, activer nos cartes. Donc on va pouvoir jouer nos cartes comme ceci devant nous. Il y a des cartes qu'on ne peut avoir qu'un certain nombre de fois. Tout est très bien indiqué sur les cartes. Il y a plein d'illustrations assez fun. Il y a Fanny comme personnage. Fanny de Jeu des cartes Bordeaux est quelque part dans le jeu. Ces cartes-là qu'on met devant soi, soit, comme je vous l'ai dit, ils nous font gagner des points, ou on nous donne des bonus à tel moment, quand il va se passer ça, quand vous jouez ça, vous avez tel ou tel bonus. Ce qui va se passer aussi, c'est qu'il y a des cartes que vous pouvez activer, en général pour aller aussi déclencher des effets qui vont soit vous avantager, soit aller embêter les autres joueurs. Et il y a des cartes qui sont assez fun, qui sont des cartes de duel. Vous allez lancer un gant face à un joueur et vous allez vous battre en duel à base de lancer de dés. Où il faut faire 6 pour faire des touches et donc gagner des points de victoire si vous êtes à main nue, mais je vous l'ai dit, vous pouvez vous équiper et donc ça va se passer à base de hallebardes, d'épées et autres rapières et ça vous fera des meilleures touches sur vos dés. C'est là il y a un aspect un peu bébête les duels et pourtant on y vient toujours parce que c'est bien fun. Voilà donc pour Sbire à la base. Il y a donc 5 lieux comme ceci dans Sbire, mais si on prend la boîte avec le sanctuaire et je me rappelle jamais comment s'appelle l'autre extension. Le roi, attends. Du roi. Oui. Du roi. Je ne sais plus. Elles sont scotchées avec, donc malheureusement je peux pas regarder pour vous le dire, puisque c'est un pack, ça rajoute donc des nouveaux lieux, des nouvelles cartes, etc. C'est pas le trône du roi? C'est pas le trône du roi non plus. D'accord, ok. Si on le trouve, on vous dira. Yokohama, qui est également une deuxième édition donc chez Synapse Games, un jeu de Hisashi Hayashi, illustré par The Creation Studio. Très bien illustré là aussi, alors on n'est pas du tout dans le même style que Sbire, mais c'est un bien joli jeu. C'est un jeu plutôt expert, plutôt costaud, c'est pas un jeu non plus qui va durer des heures, on n'est pas sur du 2, 3, 4 heures de temps de partie, pas du tout. Il nous indique 90 minutes, oui je pense que même à 4 joueurs on le dépassera pas une fois qu'on sait jouer. Donc un jeu pour 2 à 4 personnes, nous sommes à Yokohama, au Japon, et nous allons faire du commerce. C'est un jeu dans lequel on va préparer des lieux comme ceci, via des cartes. On va pas les disposer de la même manière, d'une partie sur l'autre, donc c'est disposé au hasard, on va faire une espèce de pyramide comme ceci. On va donc pouvoir aller poser nos personnages sur ces lieux, c'est une sorte de poste d'ouvrier. Vous avez votre président, le président de votre compagnie, et vous avez là aussi les petits personnages que vous allez envoyer travailler. J'ai envie de les appeler vos sbires, du coup, par analogie. On joue chacun notre tour. Ce qui va se passer, c'est que chacun notre tour, on va aller poser des personnages. Donc dans un premier temps, ce qui va se passer, c'est que vous allez envoyer vos agents, vos sbires, sur les différents lieux. Soit
j'en mets 2 sur le même lieu. Et donc je vais blinder ce lieu, donc en gros ça va augmenter votre force sur cette action-là. Soit vous allez pouvoir en poser 3 dans 3 lieux différents, puis ce qui va se passer, c'est que par la suite vous allez poser votre président, alors soit il n'est posé nulle part, donc vous allez le poser là où vous souhaitez, là où il y a un de vos personnages, soit par la suite, une fois qu'il est sur le plateau, eh bien vous le dépasserez de personnage en personnage, et là où il va se poser, eh bien vous allez faire donc l'action de la carte en question. Cette action, elle aura une force qui va être indexée par le nombre de personnages que vous avez dessus. C'est pour ça qu'il y a une espèce de petite gradation sur chacune des cartes. Je ne rentrerai bien sûr pas dans le détail des cartes parce qu'elles sont bien trop nombreuses, mais en gros il y a plusieurs typologies de cartes. Il va y avoir des cartes qui vous permettent de récupérer des ressources tout simplement, une sorte de carte de production en quelque sorte. Il y aura des cartes qui vous permettent d'aller vous poser sur des petits plateaux annexes. Notamment, il va y avoir des plateaux qui vous permettent de récupérer des contrats, et si vous arrivez à défausser les bonnes ressources, vous remplissez les contrats, ça fait des points supplémentaires. Ce qui va pouvoir se passer également, c'est que vous allez pouvoir aller sur ce plateau ici, récupérer des améliorations, donc ça va, comme ça le dit, vous donner des bonus, des avantages, on va vous dire, c'est un peu bête, mais à l'instar de Sbire qu'on a vu juste avant, vous avez cette carte devant vous, et quand vous faites ceci, eh bien vous possédez tel bonus, ou quand un autre joueur fait ceci, ça vous permet de faire ça, bref, il y a autant de cas de figure qu'il y a de cartes. À nouveau, je ne me permets pas du tout de rentrer dans les détails. On a 2 cartes qui sont assez importantes, 2 lieux comme ceci annexes, puisque quand ils vont être complétés, ça va nous mener à une fin de partie. L'autre moyen de terminer la partie va être de vider son plateau, mais je vais y revenir. Ici, on va pouvoir balancer des ressources un peu brutes, donc soit à l'église, soit aux douanes. Attention, les douanes, il faudra aller dépenser des ressources importées, qui sont des ressources particulières, pour aller se positionner dessus et gagner le plus de points possible. Plus vous allez vous positionner loin, plus ça fait de points évidemment. Le truc, c'est donc que quand vous allez vous poser, mettre vos agents, votre président, faire votre action, eh bien vous allez pouvoir, suivant l'intensité de l'action, construire quelque chose. Alors on va pouvoir débloquer tout un tas de choses, on va pouvoir débloquer de nouveaux agents, on va pouvoir débloquer des boutiques, les boutiques vont vous donner des avantages, en gros considérez que même si vous n'avez plus d'agents sur ce lieu, si vous avez une boutique, vous avez au moins une force de 1, et les agents en fin d'activation d'un lieu, on les enlève. Par contre, votre boutique, elle va rester. Donc ça va être utile de construire des boutiques à droite à gauche. Et pour terminer, on va pouvoir également construire des succursales. Tout ceci, on l'enlève de notre plateau. Ça nous fait gagner des points, et le fait de vider son plateau est également à nouveau une condition de fin de partie. A savoir que dans cette nouvelle extension, il y a 2 mini-extensions qui sont incluses. Voilà donc pour Yokohama, un jeu qui est vraiment très très bien foutu, et qui en plus est très joli dans cette nouvelle édition. On passe à la suite. Coucou YouTube et coucou Antoine. Moi je suis là pour vous présenter Art Society. On vous avait déjà fait un focus il y a un mois, enfin un moment quoi. C'était un de nos gros coups de cœur de Cannes et du coup on est très content de le voir enfin en boutique. C'est un jeu de chez Mighty Boards qui a été relocalisé par Lucky Duck Games et distribué par Neoludis. C'est un jeu de Mitch Wallace et c'est de 2 à 4 joueurs pour 30 à 60 minutes de partie à partir de 10 ans. Et c'est à 40 €, ce qui est très peu. Voilà, le juste prix, c'est si peu cher. Qu'est-ce que ça va être? C'est un jeu hyper thématique. On est des petits richoux, des petits nobles, et on va faire des enchères pour récupérer des magnifiques tableaux très connus pour en faire notre galerie personnelle. On va du coup agencer ces petits tableaux dans notre galerie en évitant les fautes de goût, c'est-à-dire coller des tableaux de même type, mais en faisant un bel accord de type de cadre, les cadres dorés à côté des cadres dorés, etc. Ça c'est plus joli. On va aussi surveiller un peu le cours de la bourse des tableaux, donc le prestige par rapport au musée qui va récupérer des tableaux aussi au fur et à mesure de la partie. Comment ça va se passer? Chacun va avoir son petit plateau qui est vide, c'est sa galerie, et un petit tas de tuiles, de cartes comme ça qui sont en fait les cartons d'enchères. Voilà, ça va de 1 à, il me semble, 20, si je me souviens bien. Mais après c'est des chiffres donc je vous garantis rien, sinon c'est 1 à 16. Voilà. Mais on va avoir un commissaire priseur qui va avoir ce magnifique petit marteau qui lui va choisir des tableaux à mettre aux enchères à ce tour-ci. Il ne peut voir que la forme et la valeur dessus. Il n'a pas le droit de regarder l'autre côté. Il va en sortir autant que de joueurs plus 1. Voilà, il va faire son petit assortiment, il peut en mettre plusieurs de la même taille, hop, voilà, on va dire qu'on est 3, donc du coup j'ai fait ça, hop, je vais les organiser sous des petits bidules comme ça, hop, et le 4 ici. Voilà, une fois qu'on a bien organisé, là maintenant on a le droit de révéler, hop.
Et maintenant, c'est la mise aux enchères. Donc chacun va regarder ses petites cartes et en choisir une face cachée. On joue tous et 1, 2, 3, on révèle. Celui qui a la plus haute valeur se sert en premier dans les cadres et on va en décroissant comme ça. Voilà, assez simple. Le petit carton que vous avez utilisé, il reste sur la table, vous ne le récupérerez plus. Par contre, vous n'avez plus le droit de consulter ce qui a été joué précédemment. Ni chez vos adversaires, bien évidemment. Les cadres, vous avez le droit d'en prendre un, de l'essayer, de le reposer, de le réessayer. Vous faites ce que vous voulez jusqu'à ce qu'à un moment vous le posiez, vous dites c'est bon. Là, c'est au prochain joueur. Sachant que les cadres ont un sens de lecture, vous voyez, il y a le petit signe en bas, vous pouvez pas le mettre comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, il faut que le truc soit en bas. Première contrainte, il faut qu'il soit adjacent à un précédemment posé. Donc là, en plein milieu, ça ne marche pas, ok. Je ne peux pas non plus le mettre en diagonale. Hop, je vais vider ma belle galerie. Voilà, pour donner des petits exemples. Voilà, là, ça marche pas, par exemple. Je ne peux pas le faire dépasser de mon mur de galerie. Voilà, et je ne peux pas le mettre par-dessus d'autres tableaux. Voilà, ça c'est des contraintes assez simples. Donc, on va dire que je le pose ici. Et vous voyez, je fais une magnifique zone adjacente de tableaux avec des cadres en coquillage de fort mauvais goût. Ils sont vraiment dégueulasses. Ouais, c'est pas les plus jolis. Voilà. Mais j'ai bien fait gaffe de ne pas coller les mêmes types de tableaux. Vous voyez, là c'est paysage, là c'est ville, là vous avez portrait et quelque part vous avez nature morte. Voilà. Et donc, je ne l'ai pas mis adjacent au même type. C'est cool parce que si j'avais fait un truc comme ça, hop, vous voyez, ils sont adjacents. En fin de partie, aucun des deux tableaux ne score. Voilà, c'est bisous. Donc vraiment, éviter les fautes de goût, c'est très punitif. Une fois que chacun a placé son petit truc, on va aussi voir les groupes de tableaux. Je vous ai dit, c'est cool. Pourquoi? Parce que dès que vous arrivez à connecter un tableau à une famille de même cadre, vous avez le droit à prendre des petites décos, là, comme ça, des assiettes de grand-mère, des petits bidules qui vous rapportent des points. C'est les petits boucliers, comme ça, c'est 1 point par bouclier, mais qui aussi vous permettent de combler les petits trous. Hein, voilà, hop, c'est fort pratique. Hop, bien voilà. joué. Donc en gros, si je colle, je viens de faire ça, vous vous souvenez, ce magnifique mouvement. Eh bien j'ai collé un cadre coquillage à 1, 2, 3, 4 autres cadres. Donc c'est pour ça que j'ai le droit à une valeur de 4. Donc j'ai le droit de faire une de 3 plus une de 1 ou 2 de 2 par exemple. Voilà, et vous voyez en plus ils n'ont pas les mêmes formes. Donc c'est très pratique pour combler vos petits trous. Il y aura toujours un tableau qui n'est pas pris. C'est pour ça qu'on vous a dit, mettez en place un tableau par personne plus 1. Le tableau qui n'a pas été pris est acquéri. Le musée l'acquiert. Ah bah oui. Voilà. Hein, et on va le ranger dans la galerie correspondante. Par exemple, ici, le portrait n'a pas été acheté. Il va aller dans la galerie de portrait ici et va augmenter le prestige de la catégorie portrait. On le calcule avec la valeur qui était au dos de ce tableau. Donc le tableau 6 va faire avancer de 6 cases. Et donc en fin de partie, en plus des points de vos petites décos, vous gagnerez des points au prorata du prestige de ce type de tableau. Enfin, en fin de partie, donc fin de partie, c'est soit quelqu'un réussit à tout compléter magnifiquement, il aura un petit bonus de points. Soit dès qu'on a fini toute notre pile de petits cartons, soit quand quelqu'un s'est retrouvé 2 fois avec des tableaux qui étaient impossibles à mettre parce qu'il s'est fait pigeonner ou qu'il n'a pas la vision spatiale, on termine la partie et on va compter nos petits points, sachant que je sais plus où je voulais en venir, mais voilà, ah oui c'est ça, les petits points c'est ça, hop, vous avez moins de points par petits coins qui ne sont pas remplis. Voilà, ceux-là, c'est bien de les remplir. Des fois, ces machins-là, ça vous sert à ça. Hop, vous le mettez là. Et c'est bon. Ça vous a rempli un petit trou, ni vu ni connu. Voilà, vous avez à peu près tout le jeu. Grand détail. Là, ça se voit peut-être pas. C'est creusé. Voilà, chaque tableau, c'est creusé. Juste pour le fun. Et ça, c'est plutôt ouf. Sachant que aussi, chaque tableau fait référence à des tableaux connus. Voilà, amusez-vous à les reconnaître. Par exemple, ceux-ci. Dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre si vous avez reconnu. Ah, c'est une référence au groupe de rock là, les Rolling Stones ou je sais pas quoi. Ouais, voilà, exactement. Hop.
Alex est en train de fondre au moment où j'ai dit ça. Il y a ça, hop là. Moi, je me fais un plaisir de reconnaître tous les tableaux. Il y en a que vraiment, je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est plutôt drôle. Voilà, donc c'était Art Society. C'est de l'ambiance, beaucoup de thèmes, de la stratégie, mais aussi de l'agencement, beaucoup d'agencement et d'opportunisme par rapport au prestige des tableaux qu'il va falloir un peu surveiller pour pouvoir vous adapter eh bien, au cours de la bourse de l'art. Voilà. Je laisse la main à Alex. Hop. C'est bon, j'ai le micro. Ok, magnifique. Il est bien là. C'est bon. Bonjour, bonjour, joueuse. J'ai dit super vite. Laissez-moi vous parler de King Domino. Oh, la fatigue. Allez, on dit tous n'importe quoi. On a tous dit n'importe quoi au moins une fois. C'est parti, faisons n'importe quoi. King of Tokyo Origins. Qu'est-ce que c'est? C'est une version plus accessible, tant en termes de prix, on va dire, qu'en termes de règles. C'est une plus petite boîte parce que ici, pour ceux qui ne connaissent pas King of Tokyo d'ailleurs, c'est ceci, c'est une plus grosse boîte. Ici il est à 35 alors qu'ici il est à 27,50, donc c'est beaucoup moins cher. Vous avez ici de quoi jouer jusqu'à 6, ici vous avez de quoi jouer jusqu'à 4. Ceux qui ne connaissent pas l'univers peuvent commencer par ça, mais c'est mieux de commencer par ça, parce que la boîte est adaptée pour découvrir l'univers de King of Tokyo. En gros, vous retrouvez dans King of Tokyo ce qui fait du coup la richesse de King of Tokyo, c'est-à-dire que vous jouez chacun un monstre. Le but c'est soit de dégommer tout le monde, d'être le dernier en vie, soit du coup de cumuler des points. Pour cumuler des points, il faut être au centre de Tokyo. Le problème c'est que quand vous êtes au centre, vous faites tabasser par tout le monde. Donc c'est compliqué parce que pour marquer des points, il faut survivre. Et du coup, si vous êtes au centre de Tokyo pour marquer des points, vous risquez pas trop de survivre. Vous vous fracassez à base de dés, vous lancez les dés frénétiquement, vous gagnez des baffes pour foutre des baffes, et parfois vous allez pouvoir gagner justement des éclairs qui permettent d'utiliser des cartes de combat, qui permettent notamment d'en mettre encore plus dans la tronche des adversaires. C'est un jeu qui mélange justement, comme on avait retrouvé dans Sbire, la stratégie et l'ambiance, parce que du coup on jette nos dés, on croise les doigts, et puis parfois on fout des baffes à tout le monde, et ça fait grandement plaisir de le faire dans le jeu de société. Donc ça c'est pour King of Tokyo Origins. On enchaîne avec de la réédition, édition différente, mais un peu pareil, mais pas trop, avec Fantasy Realms. Donc ici vous avez Fantasy Realms. Qu'est-ce que Fantasy Realms? L'un, si ce n'est le meilleur jeu de cartes, en tout cas pour moi. Pour les joueurs un peu connaisseurs, même si les mécaniques sont pas complexes, ce qui fait la richesse de Fantasy Realms, ce sont ses cartes. Vous avez du coup sorti maintenant l'édition Deluxe. L'édition Deluxe va avoir comme modification déjà l'extension qui est incluse, parce que normalement l'extension Trésor Maudit est à part. C'est cool. Et donc là directement, là-dedans vous avez déjà l'extension, et en plus de ça, ils y ont mis aussi un calepin. Je crois me souvenir qu'il était dedans, mais pas sûr, de mémoire il est dedans parce que la boîte est très grande. Le calepin qui a été aussi remis dedans, et notamment les illustrations qui ont été refaites. Objectivement, je trouve ces illustrations dégueulasses, mais chacun son style. Moi je trouve que les vieilles illustrations comme ça, un petit peu jeu de rôle des années 80, donne vraiment un côté kitsch mais très cool au jeu. C'est vrai que ça a son charme. Je trouve ça un peu dommage d'avoir refait les illustrations. Alors en vrai ça va, elles sont pas si dégueulasses que ça, mais je trouve que ça perd de son charme. J'aurais pas refait les illustrations, j'aurais éventuellement refait une boîte parce que je trouve qu'effectivement cette boîte là elle est un peu La moche. boîte claque par contre. Mais on peut aimer quand même les illustrations de la nouvelle boîte. Moi je trouve que l'avantage c'est d'avoir tout en un, parce qu'en plus celle-ci coûte 42, alors que de mémoire sur la boîte on est à 20 balles l'extension et 20 et quelques, 26, donc ça vous fait le total ici à 46, alors que là ça vous fait à 42, donc bon. Il y a un truc qui va m'empêcher de dormir, c'est qu'à cause de ceci là, eh bien on ne sait pas si ça c'est un cheval ou une licorne. Et tu vois, moi ça peut me faire des nuits blanches. D'accord. Voilà, Très intéressant. c'est tout ce que je voulais dire. On va continuer avec ici, donc normalement c'est dans le jeu à deux, mais là comme je suis là, je vous l'explique. Unmatched, la nouvelle extension standalone, parce que vous savez Unmatched c'est une collection de jeux à deux essentiellement, mais on peut y jouer à plus. C'est quand même très bien à deux, où on peut cumuler toutes les boîtes avec plein d'univers différents. Là, on a un nouvel univers, donc plutôt japonisant pour le coup, avec Soleil Levant, où vous avez deux nouveaux personnages. Donc vous avez Oda Nobunaga et vous avez Tomoe Gonzen. Oda, lui, en fait, il va avoir une mécanique globalement, parce qu'en fait, là, si je suis, mettons, un client, tout ce qu'il y a derrière, c'est un peu du lore, donc c'est cool. Par contre, on n'a aucune idée de comment fonctionnent les personnages. Donc je vais vous dire un peu ce qu'on a pu trouver avec Alice sur ces personnages-là. Lui, en gros, il va jouer avec deux acolytes. Vous avez deux petits pions ici en plus. Ce personnage-là, du coup, va essayer de utiliser ses acolytes au mieux et surtout de les garder un petit peu comme une sorte de garde rapprochée pour pouvoir bonifier au mieux leurs effets comme les siens par rapport à ses cartes. Donc vous jouez en gros, on va dire 3 personnages en même temps, mais bon, voilà, lui, il va s'appuyer un peu sur ses acolytes, qu'il va garder un petit peu autour de lui pour bonifier ses attaques. A l'inverse, Tomoe va plutôt jouer à distance puisque c'est une archère et du coup pour qu'elle soit
efficace, vaut mieux pas qu'elle se retrouve au corps à corps avec son adversaire. Donc du coup, il va falloir jouer justement sur le déplacement, rester à distance pour pas se faire toucher et pour pouvoir aussi bonifier ses points, du moins sa force, parce que c'est une archère et qu'au corps à corps, c'est pas son atout principal. Voilà pour Unmatched et on passe au JDR. Actu JDR. Dans l'actu JDR de la semaine, on a Dune Aventure dans l'Hyperium, les agents de Dune, le décor de campagne qui est une espèce de boîte hybride entre un décor de campagne, c'est marqué dessus, et une sorte de boîte d'introduction au jeu de rôle Dune. C'est assez riche, là c'est vraiment très très cool. Je vais vous lire rapidement ce qui est marqué au dos, livret d'aventure, donc d'une centaine de pages, des livrets qui représentent les personnages de la maison Nagara. Vous allez avoir les decks de cartes, ça peut être vraiment utile pour la suite de vos aventures. Vous allez avoir des maps, vous allez avoir des jetons, et ben voilà, en gros, un petit peu. Ça va être très pratique parce que franchement, tout ce que vous allez avoir dans cette boîte, ça vous servira si ensuite vous partez sur la gamme du jeu de rôle Dune. Accessoirement, sachez que hop là, on a les petites cartes d'atout agents et architectes. Hop, j'ai pas vraiment d'emplacement sur mon t-shirt pour mettre ça, donc je le tiens, donc je fonctionne avec une main, mais ça devrait le faire. Attends. Incroyable. Donc, après c'est des retours en stock. C'est des retours en stock. On a du The Witcher, le jeu de rôle officiel, qui était pas là depuis un certain temps. Ah bah ça tombe bien. Je vais chercher un peu dans les rayons, bah il est là, hop là, voilà. On a le retour du jeu de rôle solo Colossal, très très cool, ça se lit rapidement, et du coup, au bout de 45 minutes, vous aurez fini de lire ceci, regardez, hein. C'est pas plus épais qu'une bande dessinée française. Et tout de suite, on a envie d'écrire des histoires. Ça, c'est vraiment sympa. Et on termine avec l'Empire des Cerisiers qui fait son retour, qui était tombé en rupture il n'y a pas très très longtemps, mais nous on était un petit peu tristounés parce que c'est un jeu de rôle qu'on apprécie particulièrement, et surtout qu'il y a quand même plein de suppléments. C'est très dommage qu'il y ait plein de suppléments et pas de livre de base. Pas de souci, livre de base, écran, on a tous les suppléments, on a la gamme au complet de l'Empire des Cerisiers. On va pouvoir passer à nouveau du côté jeu de société. On allait voir. Hop, ça charge. Hein. Est-ce qu'on peut avoir l'image en grand ? C'est une licorne. Bah oui. Voilà. Ne me remerciez pas. On va pouvoir traverser la moitié de la boutique pour aller vous parler de la suite des jeux. Ça va la marche arrière se gère ? Ok, impeccable. Avec Rune Masters de chez Funforge, un jeu de Antoine Prono, illustré par Paul Maffaillon, Théo Guillot et Adrien Martinez. C'est un jeu coopératif, puisque nous sommes au rayon des jeux coopératifs. C'est un jeu qu'on peut jouer en solo et jusqu'à 4 personnes. Ça sera quand même plus sympa, je pense, à plus nombreux. Mais je pense que le solo, si vous êtes adepte, se défend plutôt pas mal pour des parties de 40-45 minutes. Je suis plutôt d'accord avec ce qui est indiqué sur la boîte à partir de 8 ans. Ouais, parce qu'on est sur un jeu qui brille par la simplicité de ses règles. Alors, il y a un aspect un peu geek avec du comptage de points de mana, etc. Mais franchement, un enfant de 8 ans qui va être habitué, à l'aise avec tout ça, va pouvoir très très bien s'y retrouver par exemple. Et surtout, c'est ce qu'on se disait, le jeu est dans, comment dire, accessible. Non, c'est pas ça que je cherche. Okay. Il est dans une faille quelque part dans notre boutique où il n'y a pas de jeu comme ça. D'accord. Il est dans un créneau, c'est ça que je cherchais, c'était le mot créneau. Hein. Il est dans un créneau de jeux qui sont des jeux avec une thématique un peu geek, parce qu'en fait on joue des héros dans un monde d'heroic fantasy, on va taper les monstres, mais c'est pas un jeu qui va durer des heures. On n'est pas non plus sur du jeu narratif. Vous voulez jouer des héros, Heroic Fantasy, taper sur des monstres, ça va durer 40 minutes, ça va être efficace, pim, Rune Masters. C'est là où je veux en venir. Comment est-ce que ça se joue ? Il y a 4 héros. On choisit le héros que l'on préfère. On va aller se placer ici. Donc, il y a donc 4 emplacements. On va pouvoir y mettre les héros, puisqu'on va aller défendre le cœur de notre temple. Il y a 4 grands couloirs comme ceci, de 4 couleurs différentes. Et sur ces couloirs, il y a des monstres qui vont apparaître, qui vont progresser. Il faudra battre les monstres, parce que s'ils arrivent à vous cogner et vous mettre KO, et ensuite ils vont pouvoir aller taper le cœur du temple, et le cœur du temple a un certain nombre de points de vie en quelque sorte. Hein. S'il tombe à 0, vous avez perdu. Comment est-ce qu'on fait pour se défendre et s'en sortir dans ce jeu ? C'est un jeu à base de dés. Comment fonctionne mon tour ? Tout d'abord, je vais placer un monstre avant de jeter les dés. Je tire un monstre de la pile, sachant que tout en bas de la pile, il y a l'aube, et en fait, il faut arriver à tenir toute une nuit. Hein. Donc on gagne en tenant toute une nuit, et on perd en se faisant détruire le temple. Okay. On va placer ce monstre sur
le couloir lui correspondant, donc tout est bien indiqué, il y a un code couleur, etc. sur les monstres. On va le mettre à l'emplacement 3 par défaut, si c'est occupé on peut le mettre un peu plus loin, et ensuite on va donc jeter les dés justement sur ces dés. Il y a tout un tas de phases qui nous permettent de faire tout un tas de choses. Il va y avoir notamment des symboles qui correspondent aux faiblesses des monstres. Sur les monstres, on va pouvoir trouver plusieurs choses, notamment leurs faiblesses. Ils ont des faiblesses qu'il faudra arriver à compléter en quelque sorte pour battre le monstre. C'est en quelque sorte des sortes de points de vie. Hein. Et il y aura une récompense pour quand vous battez le monstre. Notamment dans ces récompenses, vous pourrez regagner des points de vie. Vous pourrez aussi regagner de la magie. La magie c'est sympa, ça permet de relancer les dés. Les monstres vont également avoir une petite spécificité. Il y a, je sais plus, je crois que c'est les trolls ou quelque chose comme ça. On vous dit, si vous avez relancé des dés, vous pouvez pas les placer sur eux. C'est juste les dés que vous jetez pour la première fois. Ah, okay. Ça peut vous embêter. Bref. Ces dés me permettent également de gagner par exemple du mana à nouveau. Je vous expliquerai à quoi sert le mana, ce qui permet de faire plusieurs choses. Il permettra également, sur certaines phases de dés, à activer votre compétence. Chaque personnage va avoir une compétence unique. Grâce à la phase de dés qui correspond, vous allez pouvoir utiliser votre compétence. Vos personnages sont relativement spécialisés. Donc il faudra remplir le rôle que vous avez sélectionné en quelque sorte. Ce qu'on pourra faire également, ça va être se déplacer. Pour se déplacer vers notre lieu, s'il est inoccupé, pas de problème. S'il est occupé par un autre joueur, on va échanger de place. Donc ça se calcule, parce que ça peut être pour le meilleur comme pour le pire. Voilà, en gros, ce que peut faire vos phases de dés. Vous allez avoir une super compétence que vous pouvez charger, que vous pouvez utiliser 2 fois par partie, qui est aussi correspondante à votre personnage. Donc vous avez une compétence de base, une sorte de compétence ultime que vous ne pouvez faire que 2 fois. Le mana permet de relancer les dés. Si vous chargez la barre de mana en entier, vous allez pouvoir éliminer un monstre d'un coup, en la vidant. Le jeu est aussi simple que ça. Là, je me suis permis de quasiment vous donner toutes les règles, parce que finalement, ça ne tient à pas grand-chose. Vous allez le mettre en place assez rapidement, vous allez expliquer les règles assez facilement, et vous allez avoir un temps de partie qui va rarement, voire jamais, dépasser les 50 minutes, 1 heure. C'est ça la force de Rune Masters. Je crois qu'Alice, tu avais un jeu à présenter dans le coin. Ouais, je veux bien... Ah non, t'as Mandalorian. Faut que je fasse Mandalorian avant. Oui. Voilà, je l'avais oublié, je sais plus dans quelle direction on se dirige. Hop là, on va le rehausser un petit peu, ce sera bien pratique. Il a fait Quitch quand je l'ai attrapé. Pourquoi? Parce que au dos, ce qu'a Quitché, hop là, c'est le petit bonus du moment, c'est le petit goodies, c'est les personnages en standees, en plexi, plutôt cool. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Donc, Mandalorian Adventure, un jeu Star Wars, c'est un jeu donc coopératif à nouveau, c'est un jeu dans lequel on va faire des scénarios. Le plateau de jeu, ou plutôt les plateaux de jeu, c'est cette espèce de livre comme ceci dont on va tourner les pages, on va progresser dans l'aventure, on va y découvrir de plus en plus de règles, on va monter en difficulté, tout ça va nous raconter une histoire. On joue des chasseurs de primes. Donc niveau histoire, attendez-vous surtout à devoir vous bagarrer avec des gens qui ne sont pas d'accord pour vous bagarrer avec eux. On va choisir notre personnage. Le scénario de base va vous dire vous devriez plutôt prendre tel personnage. Vous n'êtes absolument pas obligé de faire ceci. Attention, ça reprend des grands éléments de la saison 1 de la série. Ok. Donc vous pouvez vous faire spoiler. Bien sûr. Je pense que c'est pas super grave. Normalement, t'achètes le jeu si t'as vu la saison 1. En général, ça va plutôt attirer ce genre de joueurs. Ceci dit, moi je l'ai pas vu la série, je pense que découvrir l'univers du Mandalorien par cette boîte-là, ça peut très bien le faire aussi. Comment est-ce qu'on joue concrètement? On va avoir un point de départ avec nos personnages. Donc le tout sous forme de petits standees pour les personnages joueurs et sous forme de petits pions pour un petit peu tout le reste. Ça va se jouer avec des cartes. On va jouer chacun notre tour et ce que je vais pouvoir faire, c'est dépenser des cartes en la mettant en face de l'une des actions disponibles. Alors par défaut, il va y avoir se déplacer, il va y avoir combattre, il va y avoir, comment ils appellent ça déjà, se renseigner. Ça vous permet d'obtenir des informations, je vais y revenir. Et pour terminer, planifier. Si je joue une carte de valeur 3 sous se déplacer, je vais me déplacer de 3. Okay. Si je joue une carte de valeur 2 sous combattre, je vais combattre avec une valeur 2. Le truc, c'est que les cartes, elles ont un petit texte qui sont liés à un effet. Par exemple, si vous jouez une carte déplacement en face de l'action déplacer, vous allez vous déplacer de la valeur indiquée et vous allez en plus faire le petit texte, le petit pouvoir de la carte. Ça, c'est assez malin, ça vous donne pas mal de polyvalence quand même. En parlant de polyvalence, les actions, quelles sont-elles? Bon, se déplacer, tout est dans le titre, je vais pas rentrer dans les détails. Le combat, un peu pareil. Ce qui est plutôt intéressant, ça va être les 2 autres actions qui vont apporter pas mal de finesse et à nouveau de l'adaptabilité. Il faudra vous adapter à la situation en cours.
Il y a des éléments de jeu qui sont mis face visible, il y a des éléments de jeu qui sont mis face cachée. Ça peut être des ennemis qui sont en quelque sorte en embuscade. Je ne sais pas, je sais qu'il y a un ennemi probablement par là-bas, mais je ne connais pas sa force, je ne connais pas sa manière de combattre, etc. Ça peut être des objets, une clé pour pénétrer à tel ou tel endroit, qui va être nécessaire pour progresser. Et bien grâce à l'action se renseigner, vous allez pouvoir retourner, regarder les pions pour voir ce qui s'y situe. C'est vraiment hyper important, plutôt que perdre son temps à essayer de combattre tous les ennemis pour trouver la fameuse carte qui me permet de progresser. Parce que le jeu n'est pas fait pour ça. Le jeu n'attend pas de vous que vous combattiez tous les ennemis. Il faudra être efficace. Planifier, c'est donc la dernière action dont je peux vous parler actuellement. Il y a des petites cartes en format mini comme ceci qui sont des cartes de bonus. Grâce à l'action de planifier, je vais pouvoir aller consulter plus ou moins de cartes selon l'action la force de l'action, pardon. Je vais garder l'une de ces cartes, sachant qu'il y a des cartes pas de bol. Si j'ai mis une force 1, j'ai pioché une pas de bol, tant pis pour moi. Et il y a des cartes un peu plus intéressantes, et ces cartes, vous allez les garder devant vous, et au moment opportun, vous allez pouvoir les utiliser pour avoir un petit bonus. En général, ça va renforcer des actions qui existent déjà, mais ça peut aussi vraiment vous donner des actions qu'on ne trouve que dans le paquet de cartes planifié. Donc vraiment, vraiment utile à ne pas laisser de côté. Voilà donc en gros pour The Mandalorian Adventure. J'ai oublié combien il y a de scénarios, peut-être que c'est marqué. Eh bien non, je ne sais plus. Bon, en général, dans les jeux narratifs, ils le précisent pas. Ouais. Il y a vraiment de... il y a vraiment de quoi faire, et en plus de ça, je ne sais pas trop parce que je n'y ai pas joué moi-même, mais je pense qu'il y a pas mal de choses à découvrir. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a 2 enveloppes. Voilà, c'est un jeu Unexpected Games, j'aurais dû commencer par là, mais c'est très bien pour conclure. C'est un éditeur qui a l'habitude de faire des jeux où il y a des surprises à l'intérieur, et vraiment de ne pas communiquer sur ces surprises, à part en disant « il y a des surprises », et compter sur votre curiosité. Et c'est ça que fait Mandalorian Adventures. Cette fois-ci, Alice, je crois que c'est bon de bon. Je vais pouvoir te confier ce micro, hop. Merci. Alors, après avoir agencé des tableaux en évitant les fautes de goût, on va plonger dans un étang. Alors, c'est un vrai nom. Le lac comment tout t'appelle. Voilà. Comment tu t'appelles, quoi? Chut, faut pas casser le jeu de mots. Animaux de Anja Vred et Bruno Feduti de chez Spaceco et illustré par Monsieur Santiago. Personne. D'accord. C'est très bizarre de le voir sur des illustrations enfants, mais magnifique, j'adore les couleurs. C'est à partir de 6 ans pour 2 à 6 joueurs, 20 minutes de partie. Vous faites 5 manches en fait, donc oui, ça peut aller vite, surtout que vous êtes sous le sablier, donc ça va aller assez rapidement. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez y jouer en français ou en anglais, parce que c'est un jeu de mots et de lettres. Donc du coup, c'est plutôt cool, vous pouvez vraiment vous adapter à votre public ou faire des révisions d'anglais, enfin voilà, c'est plutôt intéressant, c'est bien pensé. Ici, c'est l'étang là, le lac voilà, comment tu t'appelles. Donc là-dedans, se sont cachés des lettres, parce qu'en fait les animaux ils ont oublié leur nom, voilà, c'est resté là-dedans. Et du coup nous on va aller les chercher, leur nom, et récupérer les lettres pour après épeler leur nom. Voilà, c'est du coopératif, on va aider les animaux, nous-mêmes on va s'entraider. On va chacun piocher une carte secrète qui représente des animaux. Il y a toujours un côté facile avec une étoile et un côté difficile avec 2 étoiles. Vous voyez, le nom de l'animal est plus long. Mais les étoiles, c'est les points de victoire que vous récoltez à la fin de la manche si on a bien trouvé l'animal que vous essayez de faire deviner. Donc chacun a ça. Vous choisissez de quel côté vous allez jouer. Et c'est plutôt malin, hein? Oui. C'est génial. J'adore. Donc vous faites ça secrètement et chacun a son petit truc comme ça là, tout mignon, parce qu'en plus vous avez vu de l'autre côté c'est mignon. Et vous allez mettre votre petit plateau du bon côté. Donc ça c'est côté facile, ça c'est côté difficile. Ça montre aux autres ce que vous avez choisi. Voilà. Donc là les gens ils se disent oh là 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 là, elle s'est chauffée. Elle s'est chauffée, ça va être chaud patato. Ok, maintenant qu'on est tous en place, le leader, on va dire, c'est le plus vieux, va dire plongez. On retourne le sablier, chacun va mettre sa main dans une ouverture, donc il y en a autant que le max de joueurs, donc il y en a 6. Et vous allez avec une seule main essayer de tripoter un peu les lettres qui sont dedans pour essayer de les récupérer. Alors ça c'est un V, je regarde si j'en ai besoin dans mon mot. Si c'est pas une seule. Et après on la remet à l'intérieur si elle nous plaît pas. Donc là, d'accord, super. Là j'ai un quoi là? Ah ah. Donc là, je suis pas obligée de le mettre tout de suite, je peux juste le poser sur mon plateau et je l'agencerai à la fin du sablier. Okay. Comme ça me fait pas perdre du temps à essayer de classer les lettres. Hop, et je replonge, hop. J'espère que c'est un sablier d'une demi-heure, hein, parce que sinon c'est très compliqué. Non, c'est pas une demi-heure.
Mais tu touches pas assez là aussi tes lettres. Mais si, vas-y là, c'est Cherche bien les super lettres. chaud. Ils te font F. Non, c'est un pareil. W, on dirait un M, mais c'est un W. Mais mets-le à l'envers. ça Ah, fait mais j'ai pareil. pas le droit. Mais ça fait 2 fois que je prends un H. Je suis très nulle. Hein. Il n'y a pas de voyelle en fait dans ton jeu. Ah, il y a un O. Je l'ai reconnu parce que en fait c'est ça hein, le jeu. Hein. C'est un jeu Bien du sûr. toucher. Hein. C'est ouf. Hein. Attends, j'essaye de me concentrer. Non, ça c'est mon doigt ça. Non, ça c'est un I. C'est un I. Hop. Ouais, pas mal. Et on continue. Et en fait, comme dit Antoine, hein, c'est le jeu du Covid. Heureusement, c'est plus à la mode le Covid parce que littéralement là-dedans, on se touche les petites mains et tout ça. Hein. Là, voilà. Et on continue comme ça. Et une fois que le sablier est écoulé, le maître du jeu, en gros, dit on remonte. Et là, on a le temps justement de un peu classer nos lettres. Si on a réussi à avoir la première lettre, bah c'est cool, on la met ici. Ça, quand même, ça aide hein, à voir. Et là, bah, je vais l'écrire comme il faut, c'est-à-dire que je vais laisser un trou. C'est-à-dire que là, il y a le F que j'ai pas trouvé, là, il y a le U, il y a bien ça, ça et ça. Voilà. Et il me manque tout ça. Et maintenant... Bah, c'est facile, c'est une fourmi. Non, parce que les gens savent que je me suis chauffée, hein. Donc c'est plus. Et donc là, on tourne vers les autres, et chacun notre tour, et ben les autres vont essayer de discuter pour donner une proposition. Ils vont regarder, ils vont dire, qu'est-ce que ça peut être comme animal hormis... Voilà, et ils ont droit à une proposition. Donc ils vont dire fourmi. Si c'est pas ça, bah j'encaisse pas ma carte, donc on n'aura pas les points de victoire dessus. S'ils arrivent par miracle à trouver fourmilier, je sais pas comment ils ont fait à part s'ils ont triché, je mets la carte devant moi et elle s'accumulera au fur et à mesure avec les cartes que j'ai gagnées et je laisse bien visible la face que j'aurais mis en jeu. Là c'est fourmilier, peut-être que au prochain tour je me sens pas de faire ornithorynque, donc du coup je jouerai sur loup. Voilà, donc à la fin on aura un récap des points de chacun et on fait 5 manches comme ça, à la fin on additionne toutes les étoiles que tout le monde aura gagnées et après à la fin de la règle on a un petit tableau et il faut faire le plus de points possible, sinon si t'es genre le plus nul, il y a marqué ah la chèvre elle a fait aussi bien que toi, voilà, il se fiche de vous. Mais voilà, c'est un jeu coopératif plutôt cool et très original avec ce machin là de toucher et ça aide bien pour épeler les lettres et... Ah bah tiens, j'ai trouvé le R de fourmilier sur un malentendu. Voilà, c'était Animaux, 24 €, voilà j'ai oublié de le dire. C'est plutôt cool pour le matos qu'il y a là. Et on va pouvoir se retrouver derrière le comptoir. Et recoucou, c'est moi. Voilà, on m'a abandonné derrière. Bon, c'est pas très grave, je suis une grande fille indépendante. Ici, les retours en stock. On a Cartographeur, le jeu de base. Voilà, il arrête pas de tomber en rupture tout le temps. Pendant 6 mois minimum, puis il revient un peu, puis après il retombe en rupture. Donc bon, bah, on peut prendre les paris sur dans combien de temps il sera en rupture et dans combien de temps il reviendra. Mais en attendant, le Flip and Draw est de retour. On a aussi un retour de jeu d'ambiance, c'est Stay Cool, où on vous pose plusieurs questions en même temps, sous la menace du sablier. Vous devez répondre aux questions à la fois, en même temps. On a aussi retour en stock de Binding of Isaac, donc tiré du jeu vidéo du même nom, qui est un jeu d'ambiance où on se fait des trahisons, un jeu de cartes, voilà. Il était beaucoup demandé. Alors, je suis pas du tout contente qu'il soit revenu en stock parce que très clairement, ce format de boîte me fait chier. Voilà. Mettre en rayon, c'est l'enfer. Sachez-le. Les éditeurs, s'il vous plaît. Bref, ça c'était les retours en stock. Maintenant, des nouveautés. On a Time's Up, le best-of. En gros, il vous mélange la version famille et la version partie, donc en gros adulte et famille, en une seule boîte. Donc vous pouvez voilà, mixer un peu tout, donc que les plus jeunes s'y retrouvent, etc., etc. Bon, il y a le sablier hyper pété, voilà, on ne sait pas pourquoi ils l'ont pimpé comme ça. Mais voilà, vous avez aussi ce sablier de l'enfer. Vous avez un petit calepin, ça c'est plutôt pratique, hein, parce que d'habitude, bah, on retient qui a combien. Hein. Là, vous avez de quoi le noter. Et une boîte en fer. Voilà. Maintenant, on a le reste de l'Orcana qu'on n'avait pas reçu la semaine avant-dernière quand j'avais fait la vidéo. Vous vous étiez peut-être dit, ok, il n'y a que les decks et les trucs comme ça. On a enfin reçu la suite, il y avait eu un retard. Donc on a les 2 playmats de la saison 5. On a Belle avec sa rose, qui est trop belle. On a Encanto avec la Casita et la famille Madrigal. On a des sleeves classiques, genre vraiment standard, avec juste le signe de l'Orcana. Et on a fait les deckbox Aladdin, voilà, parce qu'il est trop stylé. Alors on remarquera que c'est un Aladdin de la saison 1, non 2 je crois. Voilà. Non, une c'est ça, hein. Ouais. Bon voilà, c'est... Prince des voleurs, quoi. Ouais, bah c'est bizarre qu'ils aient pas utilisé une illustration du 7.5. Bon bref, voilà, ça c'est fait. Et
En nouveauté qu'on n'avait pas reçue non plus, Prélude. Prélude, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte complète pour en fait vous apprendre à jouer à l'Orcana, aux plus jeunes, aux familles. Il y a des decks préfaits mais qui sont petits, donc qui font des parties plus courtes. Et au fur et à mesure, vous allez débloquer en gros des nouvelles parties de deck qui vont du coup alourdir le deck. Et à la fin, vous aurez un deck complet et ils sont très équilibrés. Vous avez en plus un matos de malade derrière avec plateau, compteur de l'or, etc. Vous avez même des petits standees là, c'est trop mignon pour me monter sur la course au lore, là, aux éclats de l'or. Donc voilà, c'est plutôt cool. Ça, c'était Prélude. Hop, elle est à 26 €. Et un petit retour en stock dans l'Orcana. C'est la saison 1, voilà, elle est de retour. On a quelques displays de la saison 1. Ça, c'était un retour en stock quand même vachement attendu. Et petite info, en ce moment, on fait une offre de 30% de réduction sur les saisons 2 et 3. Tout. Playmat, deckbox, deck de démarrage, tout. Mais que sur la saison 2 et la saison 3. Oui, mais voilà, tout de ces saisons 2 et 3. C'est pas que les decks de démarrage ou que les boosters, c'est tout. Voilà. Tout. Oui, ah bah il me rejoint, voilà, pour dire quoi? Il y a un focus, c'est sur Kitsu. Hello, bonjour et bienvenue dans ce focus sur Kitsu, un jeu de Thomas Favrelière, un jeu de Greux Games illustré par Nayad. Bien Oui, sûr. bah, j'aurais dû m'en douter. Un jeu pour 2, 4 ou 6 personnes strictement, et ça c'est vraiment très cool. Oui. Pour des parties de plus ou moins un quart d'heure, je m'aide, je penche la tête comme ceci. Oui. À partir de 10 ans, oui, nous sommes d'accord avec cette information pour avoir testé le jeu à plusieurs reprises et sous différentes configurations. Oui. C'est important pour ce genre de jeu. Pourquoi? Parce que c'est un jeu de pli. Et des jeux de pli, suivant le nombre de joueurs, en général, ça change vraiment les sensations de jeu. Il y a plein de jeux, ils vous disent ce jeu c'est 2 à 4 joueurs. Et vous vous rendez compte qu'à 3-4 joueurs c'est super bien et qu'à 2 c'est sans intérêt. Et c'est pas le cas de Kitsu. Voilà. Je tiens vraiment à appuyer là-dessus. Comment est-ce qu'on joue à Kitsu? Oui. On va jouer en équipe, donc des équipes de 1, quand on joue à 2, il n'y a pas d'équipe, on est en face à face, mais à 4, on joue à 2 contre 2, à 6, on joue à 3 contre 3, tout simplement, équipe rouge contre équipe bleue. Le but du jeu, emmener ces petits Kitsu, ces petits esprits renards, le long de ce chemin qui est le chemin de la sagesse, pour arriver au sommet du mont Fuji, pour atteindre la sagesse absolue, mais 2 fois. 2 fois. La sagesse absolue, sachez-le, c'est pas une fois, c'est 2. Ça va donc se jouer en 2 manches gagnantes. Il y a des petites cartes de manches gagnantes que je n'ai pas sorties, mais bref, vous le savez. On va avoir des cartes que l'on va distribuer selon une mise en place qui nous est indiquée. Je vais montrer ça parce que c'est vraiment cool. Oui. Hop là, ici par exemple, j'ai fait une mise en place pour 2 personnes. J'espère qu'on va c'est bon, t'inquiète. impeccable. Et si jamais on avait voulu jouer à 6, il suffisait de se référer à ceci, on le pose sur la table et on connaît la mise en place. C'est vraiment pratique. C'est cool. En vrai de l'avoir. Parce que c'est pas souvent, sorcier la mise en c'est place. le genre de truc qu'on va chercher dans les règles. Ouais. On se dit putain, mais c'est où, c'est pas possible. Et après, là, il y a une carte qui le visualise, donc c'est très bien en fait d'y avoir pensé. C'est pas sorcier, en cherchant on aurait fini par trouver, on gagne un temps précieux, c'est toujours agréable de voir des petits soucis d'édition comme ceci. Greux Game le fait souvent, on va chercher les petits détails pour nous faciliter la vie. Oui. On va donc avoir une mise en place particulière, on va nous indiquer de piocher plus ou moins de cartes chacun. En général, je le fais grossièrement là. On a joué à 2 et à 4, notamment à 2 et 4, en fait, vous distribuez 6 cartes à chaque joueur. Hop là, c'est ce qu'on va faire là. Exactement. Donc là, en fait, donc là, on a distribué 12 cartes sur les 48, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et du coup, mettons, à 2 joueurs, il reste encore la moitié du paquet. Mais à 4 joueurs, par contre, on aura distribué toutes les cartes. Petit détail, notamment quand on joue à plusieurs, c'est que quand on joue en équipe, on va, avant de commencer une partie, échanger une carte avec son allié. Donc du coup, ça c'est cool, ça permet aussi de refiler des cartes adverses, entre guillemets, enfin de couleurs adverses. Pour donner des infos. Voilà, exactement, de refiler des cartes de notre couleur à notre allié. En équipe, c'est vraiment un jeu qui vous donne énormément de clés pour lire le jeu. Alors, vous savez jamais précisément qui a quoi en main, mais vous avez quand même des clés pour anticiper un minimum, si vous faites attention, évidemment. Équipe bleue, équipe rouge, vous avez votre petite carte devant vous qui vous rappelle et qui rappelle aux autres joueurs dans quelle équipe vous êtes et qui servira à aller passer les petits pouvoirs, on va y revenir. Sinon, c'est un jeu de pli. Chacun notre tour, on va jouer une carte. Il y a des cartes de l'équipe rouge, il y a des cartes de l'équipe bleue. Moi, je suis dans l'équipe bleue. Du orange, je précise.
C'est du orange. Oui, lui est rouge. Ça me moi, perturbe. je le vois orange. Bah, tu le vois orange. Eh bien, je vais dire orange à partir de maintenant. Ouais. Je sais que moi, les couleurs, c'est pas toujours ça. Je peux jouer donc une carte de ma couleur, ici en l'occurrence bleu, ou une carte de la couleur de l'équipe adverse, ici en l'occurrence le orange. Tout à fait. L'idée, c'est qu'à 2, à la différence de 4, forcément, c'est qu'on va jouer 2 cartes chacun notre tour. Donc du coup là par exemple il a joué orange, je pourrais me décider de jouer un 6 bleu parce que j'estime que j'ai plus ou moins envie de le faire avancer, qu'importe. Si on est plus nombreux, on joue une carte chacun. Là on joue à 2, donc on vous fait la présentation pour jouer à 2. Bah moi je vais jouer du coup une deuxième carte, Alex va jouer une deuxième carte. Je vais jouer cette carte là. On va regarder l'écart qu'il y a. Donc ici bleu, nous sommes à 6, plus 3, nous sommes à 9. Ici orange, nous sommes à 2 et 2, 4. Il y a donc un 5. écart de 5. Je vais donc, moi, bleu, progresser de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc le joueur en fait qui a entre guillemets remporté le pli a une somme de cartes de valeur supérieure entre guillemets à l'autre équipe, va avancer de la différence par rapport à l'autre couleur. Donc c'est vraiment pas très compliqué à calculer. Les cartes après sont défaussées et on enchaîne en sachant qu'à 2 on va toujours repiocher 2 cartes entre chaque manche. Là où à plus nombreux, évidemment, on ne repioche pas. Petite chose à savoir, là je suis super content, j'ai avancé de 5 cases. Oui, mais c'est un jeu qui vous demande d'être équilibré, d'être mesuré. Le jeu va du coup récompenser Alex ou l'équipe orange en donnant accès à l'un des pouvoirs. À partir du moment où une équipe va avancer d'au moins 4, l'autre équipe va gagner un pouvoir qu'elle peut stocker devant un joueur et utiliser juste avant de jouer une carte. Ça va faire un effet qu'on va vous expliquer de suite. Bon là par exemple, on peut vous expliquer rapidement les jetons. Là vous avez un jeton qui permet notamment d'inverser les couleurs. C'est-à-dire que maintenant les bleus sont considérés comme orange et inversement. Vous avez une carte qui permet ici, notamment grâce à ce jeton, de jouer une carte face cachée. C'est plutôt cool, vous la révélez à la fin. Donc c'est plutôt cool. Vous avez une carte avec une main comme ça qui indique que le gagnant finalement n'avancera pas durant cette manche. Vous avez une carte qui permet d'aller chercher une carte parmi les cartes défaussées à la manche précédente. Et vous avez une tuile qui permet de faire un +3 bleu ou un +3 orange. Usage unique. Tout à fait. Ça peut faire vraiment la différence. Donc quand vous prenez de l'avance, prenez de la vraie avance, avancez juste de 4, finalement c'est peut-être pas si bénéf que ça. Parce que derrière vous pouvez prendre un gros pouvoir dans la tronche, faut être vraiment sûr de ce que vous faites. En sachant effectivement, comme tu l'as dit, on peut en avoir qu'un par équipe. Donc là forcément je suis seul dans mon équipe, mais on peut en avoir qu'un. Donc il faut pas trop thésauriser les pouvoirs, parce qu'au fur et à mesure, si vous échouez beaucoup, vous récupérez pas autant de pouvoirs que vous voulez, et il faut à un moment les utiliser quoi. Complètement. À côté des pouvoirs, il y a également des cartes. Oui, des cartes spéciales, il y en a 3. Il y en a 3 différentes qui existent en 2 exemplaires chacune, donc Tout à fait. vous pouvez relativement les voir venir. À 2, elles apportent un petit peu de chaos finalement. Il y a plus de chaos, c'est pas difficile gênant d'anticiper parce que comme il reste des cartes dans le paquet, on peut commencer une première manche où il y a juste 0 carte spéciale de sortie. Autant un joueur peut avoir toutes les cartes spéciales dans sa main. C'est rare, mais c'est, je pense, une possibilité. Ça va pas donc vous faire forcément gagner, hein, sachez-le. C'est vrai qu'avoir que des cartes spéciales dans sa main, c'est pas fou. Bon. À plus nombreux, on peut déjà un peu plus les voir venir, les sentir venir. Je dis, oula, s'il y a tel type de carte qui tombe, sachant qu'il y a une probabilité que quelqu'un l'ait dans la main, vaut peut-être mieux pas que je joue ça, ou vaut mieux peut-être que je joue ça histoire de tempérer. Les cartes pouvoir sont, hop là, le pouvoir de changer de couleur. En fait, ça correspond à cet effet, finalement. Donc si c'est orange qui gagne, finalement c'est bleu et inversement. C'est ça, les cartes orange deviennent bleues et les bleus deviennent orange. Si je joue ceci, j'oblige la personne suivante à jouer une carte de ma couleur à moi. Si elle peut. Si elle peut pas, tant pis pour moi. J'ai un peu joué ça dans l'air, dans le vent, parce qu'en plus, les cartes de pouvoir, elles ne vous font pas de la progression, elles n'ont pas de valeur. Et la dernière, c'est le petit coup de katana. Je la joue, et dans la zone d'un autre joueur, attention, pas chez moi, je vais pouvoir éliminer une carte, tout simplement. Ça c'est cool. Ouais, c'est très cool. Il faut bien l'utiliser, il faut pas être bourrin. De toute manière, le jeu est assez dans la finesse, je trouve. Oui. C'est ce qui nous a plu quand même, très honnêtement. C'est vrai. C'est pas un jeu de gros bourrins, les pouvoirs sont vraiment utilisés au bon moment, vous pouvez avoir tous les pouvoirs, toutes les cartes et toutes les grosses cartes et faire franchement n'importe quoi, et ça se ressent encore plus quand on joue en équipe. Chose importante là, c'est qu'on a montré la version proto qui nous a été envoyée, donc ce que vous avez là il y a des cartes qui sont slivées, les sleeves sont pas à l'intérieur, c'est juste slivé parce qu'en vrai c'est juste des trucs qui ont été imprimés et qui ont été mis par-dessus des cartes vierges, donc c'est pas le matériel final. Nous on l'a vu, la boîte finale, c'est quand on était chez BlackRock. Ça claque parce qu'ils ont mis des petites dorures. Le plateau un peu mal découpé, vous laissez tomber, le truc il est vraiment nickel. Les petits jetons sont évidemment de meilleure qualité que ce petit carton là, pas suffisamment épais à mon goût. Je crois des dorures, des couleurs qui flashent, c'est vraiment très bien édité, un joli jeu, ça fait pas tout. Un petit prix aussi, parce que ce sera 15 €, puisque c'est le même format que Synchro qui est ici chez les mêmes éditeurs du coup. Du même auteur, Thomas Favrolière, et du même auteur aussi. Je pense avait
cette idée de cartes, de couleurs, de valeurs est finalement un petit peu déclinée. Synchro, jeu coopératif, Kitsu, en équipe mais en affrontement. Ouais. Ça crée une petite gamme de jeux vraiment très très cool. Hein. Ouais. On le voit pas là, mais en temps normal à la boutique, hop là, il y a mon petit coup de cœur dessus. Bien Je sûr. pense qu'il y aura mon coup de cœur ou le coup de cœur de l'équipe sur Kitsu, c'est à peu près certain. Ouais, je suis pas encore sûr, enfin, je saurais pas trop le mettre dans les petits jeux de cartes là, ou s'il faut même limite de le mettre dans le jeu à deux, c'est parce que c'est un jeu qui joue très bien à deux, mais qui joue toujours par paire. Ouais. J'avoue qu'il a sa place vraiment dans une catégorie un peu spéciale, parce qu'on peut pas y jouer à plusieurs, on peut y jouer à plusieurs, mais dans une configuration précise. Oui. Pas y jouer à 3 ou à 5. Quoi. Ça va être, oui, effectivement. Voilà. Mais bon, on vous l'a dit, à deux, on a trouvé ça très cool, très convaincant. Ouais. Moi, je préfère quand même quand on joue à plus nombreux. Je trouve Alors, que 4, c'est vraiment cool. 4, c'est vraiment C'est très vraiment bien. fonctionnel. Je pense que 6, ça doit être très tricky de savoir comment tes alliés, parce qu'il y en a 2 autres, qui Ouais. vont jouer aussi, Ouais. savoir quelles cartes ils sont susceptibles de jouer, puis après, tu as beaucoup plus de cartes qui vont être jouées à ce moment-là, donc il faut anticiper ce que les adversaires aussi ont joué. Il faut bien ajuster sa main, je pense, parce qu'avec les 2 autres alliés, il faut quand même savoir jouer. À 6, faut pas que ça soit 6 joueurs, enfin si ça peut, hein, mais si vous êtes 6 joueurs qui appréhendent le jeu pour la première fois, ça risque d'être un peu chaotique. Ouais. C'est pas grave, ça vaut le coup d'insister, très honnêtement. Mais c'est ça qui est chouette, je trouve que le jeu a une prise en main peut-être chaotique au début, mais en fait on apprend très rapidement de ses erreurs, on sait qu'il y a des cartes qu'on a jouées au mauvais timing, et plus le timing se refait, entre guillemets, plus du coup le jeu prend du sens en fait. Donc faut pas comme beaucoup de jeux en fait, faut jamais se faire une mauvaise impression sur la première partie, parce que finalement le jeu a énormément de profondeur, avec un matériel plutôt minimaliste. Je pense que tout est dit. Ouais, C'est carrément. Kitsu, ça sort le 6 septembre si tout va bien. Oui. En attendant, on vous dit à bientôt chez Chez Jeux des cartes Bordeaux. Et 3, 2, et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, j'adore les chiffres. Je les fais tous dans l'ordre. 3, 7, 7, 8, 2, 9, 1.